The Time Machine. Bernard de Clairvaux. Laissez-moi vous conter une histoire. L'histoire d'un enfant qui deviendra saint. Tout commence en Bourgogne, dans une petite cité fortifiée, le fief de Montbard, territoire vassal des ducs de Bourgogne. De cette contrée calme et sans histoire, un enfant émergera d'une fratrie de 7. Son nom, Bernard. Il est le fils d'une charmante dame, la gentille Alette de Montbard. Réputée pour être coquine et intrigante à la cour des Eudes, elle convolera bien souvent. Son époux, le père de Bernard, et le seigneur Tesselin le Roux, se trouve être un preux chevalier, mais un peu naïf. Bernard est donc le 6e des enfants de Tesselin. Il est espiègle, curieux, mais surtout doté d'une intelligence supérieure. Bien supérieure. La mère de Bernard, déterminée d'avoir un enfant hors du commun, pour laisser son empreinte sur le monde, détectera chez son fils, et dès sa plus petite enfance, des talents prodigieux d'aptitude à apprendre. Précoce et apte à la connaissance, l'écriture et la foi chrétienne, il aura comme précepteur un moine, venu de Cîteaux. Il s'agit d'un érudit, d'une toute nouvelle abbaye, installée en Bourgogne, dans la vallée de la Saône en mars 1098. Nous sommes alors en octobre 1101. C'est ainsi que le prénommé frère Alcuin enseignera au jeune Bernard l'écriture, la lecture, la musique, les arts de l'éloquence, et bien sûr, les fondamentaux de l'Église. Bernard a maintenant 13 ans, et il se distingue de ses frères, par sa pertinence, et ses connaissances acquises. Il rentrera alors, dans un premier temps comme novice, et enfant de chœur dans sa paroisse, derrière sa maison natale, à Fontaine-les-Dijon. On le prénomme déjà, Bernard de Fontaine. Ne pouvant pas recevoir la tonsure de l'humilité des moines de chœur, il choisira dans un temps, de se raser le crâne. Cependant, il abandonnera quasiment toute sa vie, ce style de présentation physique devant Dieu. Nous sommes en 1112, Bernard a à peine 22 ans. Les vocations à Cîteaux se faisaient rares à cette époque, et la stricte règle de saint Benoît, ainsi que l'austérité de l'ordre, décourageaient les candidats potentiels. C'est dans ce contexte que Bernard de Fontaine fit son entrée à Cîteaux, accompagné de 21 membres de sa famille et de ses amis. Jeune, dynamique et déterminé, Bernard était porteur d'une énergie nouvelle qui contrastait avec la quiétude habituelle des lieux. Sa présence soudaine fit grandir subitement la population de l'abbaye, apportant une lueur d'espoir à ses murs déclinants. Bernard est pertinent, performant, exigeant, et surtout envahissant. Il impose quasi sa règle de vie à la communauté, et au contraire de l'évolution des abbayes, oblige à la rigueur, à l'utilisation du monochrome pour les copistes, et leur enluminure. Il rajoute même une prière journalière. Bref, il commence à être encombrant. Il est donc enjoint de quitter l'abbaye, pour fonder une nouvelle fille de Cîteaux. La porte pour lui est grande ouverte avec son groupe. C'est à cette période, que son épopée, et ascension insolente, pouvaient alors commencer. Voilà son exode entamé. Il remontera plus au nord, et traversera avec son groupe l'épaisse forêt de l'Aube. Soudainement, le chant des oiseaux subitement s'estompa. Seul le bruissement d'un cours d'eau se faisait entendre au loin. Voici enfin le lieu idéal trouvé pour ce groupe. Après 27 jours d'errance dans les bois, ils bâtiront bien vite des habitats de fortune. Le lieu sera nommé dans un premier temps Claravallis, puis Clairvallée, pour finir en Clairvaux. À l'exemple de Cîteaux quelques années avant, une première abbaye provisoire en bois sera construite. Mais bien vite, des travaux d'importance seront très vite engagés pour une abbatiale digne des cisterciens. Les dons des seigneurs locaux seront très vite mis à contribution pour la nouvelle abbaye. Les compagnons de l'ensemble du pays recevront l'appel de Bernard. Le message d'appel à l'aide sera relayé par les voyageurs, seigneurs locaux et autres troubadours. C'est alors que la bonne parole sera semée dans tout le territoire. En 8 ans seulement, une première abbatiale, dotée de jardins luxuriants, fera la fierté de ces cisterciens. Aussi, déjà des bourgeons naîtront, avec la création d'autres abbayes-filles. Dès lors, le nom de Bernard de Fontaine deviendra celui de Bernard de Clairvaux. Le personnage de Bernard deviendra en 6 mois à peine, la personne la plus en vue de son époque. C'est alors que les grands de Troyes firent appel à Bernard, pour les aider à élaborer une croisade. Le temps compte, car il faut surpasser les Anglais. Un dénommé Hugues de Pin convoquera Bernard à Troyes, pour le premier concile, qui portera le nom prestigieux de la cité des Tricasses.
il sera décidé de la création de l'ordre des Templiers. Ces moines soldats auront mission d'accompagner, de protéger les pèlerins. Mais l'histoire, finalement, en fera des riches marchands, et cet ordre brillera pendant des siècles. Cependant, les travers du temps, et l'érosion de l'ordre, les feront disparaître à jamais, dans un destin tragique. En 1145, Bernard de Clairvaux donnera un pape à l'Église, il s'agira d'Eugène III, dont Bernard deviendra le maître à penser. Il suggère à celui-ci la création de l'auditorium, ancêtre du tribunal de la Rote. Cette institution permet au pape de se dégager des procès de plus en plus nombreux que la papauté devait régler. En mars 1146, en Bourgogne, devant la colline de Vézelay, où Louis VII a réuni une assemblée de barons, Bernard de Clairvaux galvanise une foule immense, par son prêche. Il multipliera alors les lettres aux abbés de tous les monastères cisterciens et aux grands vassaux du roi. Une nouvelle croisade s'annoncera, avec une puissance inégalée. Si l'initiative de la deuxième croisade fin 1147 propulse au plus haut Bernard de Clairvaux, elle est surtout le fait d'une fragilisation des États latins depuis la reprise du comté d'Édesse par Zengi, l'émir de Mossoul. C'est également pour Louis VII l'occasion d'expier la tragédie de Vitry en Perthois. L'abbé Suger meurt le 13 janvier 1146. Il était l'artisan du mariage de Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine, et il était donc hostile à leur séparation. Après sa mort, l'idée d'une annulation de mariage, par consentement mutuel cette fois, est de nouveau évoquée sérieusement. Fin août 1151, Aliénor fait la connaissance du jeune duc de Normandie, Henri Plantagenet, âgé de 18 ans. C'est grâce à la médiation de Bernard de Clairvaux qu'Henri prêtera finalement hommage à son nouveau suzerain, moyennant la cession à Louis VII du Vessin normand. C'est le 18 mai 1152, et 8 semaines après l'annulation de son premier mariage, par l'Église et Bernard de Clairvaux, qu'elle épousera, à la surprise générale, et dans la cathédrale de Poitiers, le jeune homme fougueux. Il s'agira du futur roi d'Angleterre, d'une dizaine d'années son cadet. La carrière de Bernard ne s'arrêtera pas là. Il sera l'artisan de la création des premières universités théologiques, et encouragera la création d'hôpitaux, comme par exemple celui de l'abbaye de Cîteaux. Dans le domaine de l'architecture religieuse, il imposera pour les églises, les cathédrales, le plan dit bernardin. Vers la fin de sa vie, il sera sans arrêt demandé çà et là. Une réforme avec la création de la future Inquisition, lui sera proposée, mais l'épuisement et l'âge ne lui permettra pas d'aller plus en avant sur ces thématiques. Vers la fin de son existence, il se remémorera ses débuts de moine, avec sa tonsure, et son adoration inconditionnelle pour la Vierge Marie. Il décédera le 20 août 1153 à l'abbaye de Clairvaux, de retour à sa création ultime. Il sera canonisé dès 1174 et deviendra ainsi Saint Bernard de Clairvaux. Il sera aussi proclamé docteur de l'Église catholique en 1830 par le pape Pie VII. Voici donc que ce petit programme s'achève, il est bien humble face à l'immensité de la vie de Bernard. Mais il reste néanmoins une sorte de synthèse de longue vie d'homme d'Église qu'a été Bernard de Clairvaux. Merci d'avoir suivi ce programme, à bientôt sur MLQ, pour d'autres récits historiques de nos grands hommes. Vous venez de voir Bernard de Clairvaux, un programme Histopédia. Histopédia, l'encyclopédie historiographique.